Alors, nous allons maintenant utiliser le notebook numéro 1. Le notebook numéro 1 nous permettra de nous familiariser avec les expérimentations, les runs, ainsi que le logging d'informations au sein de runs qui vont appartenir à des expérimentations. Alors, on va regarder un peu tout ça. Je vais tout simplement ici cliquer sur le notebook 1 Introduction Azure ML. Donc, c'est un notebook au format Jupyter, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je vais exécuter pas à pas avec vous les différentes étapes et vous mentionner quelques informations complémentaires. Donc prenez le notebook numéro 1, vous le chargez et vous l'exécutez pas à pas en cliquant sur le bouton Run, par exemple, ou en choisissant une cellule et en appuyant respectivement sur les touches CTRL-Entrée. Donc ici, je suis bien en 369, j'affiche la date du jour ainsi que l'heure, c'est particulièrement utile. Par exemple, comme ça vous donne une trace sur l'exécution, la date de dernière exécution de votre notebook. Je suis en 1.085 ici, j'affiche le rappel de mon workspace. Je clique ici, ça c'est un bout de commande qui est assez utile, ça permet de voir les data stores, les compute targets, les datasets qui sont actuellement définis dans votre workspace. Et nous allons ensuite, dans l'étape, dans le chapitre numéro 1, commencer à charger des données. Alors je vais utiliser un jeu de données qui fait partie de scikit-learn. On va s'intéresser ici à la table diabète. C'est un jeu de données, c'est un dataset qui contient des informations sur des patients atteints de diabète. Donc c'est un jeu de données d'exemple qui figure dans les samples de scikit-learn. Donc je vais directement aller le récupérer. J'ai quelques données sur des patients, donc j'ai plusieurs colonnes comme l'âge, le sexe, l'index de masse corporelle, la pression ainsi que d'autres colonnes. Et je vais ensuite directement faire mon partitionnement de données, c'est-à-dire je vais créer une base d'apprentissage et une base de test, respectivement pour les données explicatives et la donnée à expliquer, ou les variables exogènes et la variable endogène. Et j'ai ici la possibilité de créer un fichier test de 20%, donc créer une base d'apprentissage de 80%. Donc je vais exécuter cette commande et je peux afficher ensuite la taille, du moins le nombre d'enregistrements plutôt, ou d'observations pour le fichier d'apprentissage et la base de test. Dans cet exemple, nous allons utiliser un modèle de régression un peu particulier, c'est une méthode de régression Ridge. En fait, c'est un modèle de régression avec un hyperparamètre. On a un paramètre qui prend la valeur k, hein, si je regarde ici l'écriture mathématique. Bien évidemment, pour k égale 0, nous avons l'approche classique des moins de carrés ordinaires, puisque la matrice est x' moins 1, x', y. Mais si je choisis une valeur de k différente de 0, eh bien, je vais pouvoir mettre en œuvre une régression Ridge. Et l'intérêt ici de cet exemple, c'est de faire quelques simulations pour différentes valeurs de k et voir ce que ça donne en termes de qualité de modèle. Donc, la première étape, comme ici je vais utiliser Azure ML, c'est de créer une expérimentation. L'expérimentation, je lui ai donné le nom exemple 1-introduction à ML. Si le nom de l'expérimentation est disponible, on va tout simplement se connecter. Si le nom n'existe pas, et bien tout simplement il va la créer. Et une expérimentation, c'est comme un dossier dans lequel vous allez stocker des feuilles. Donc ici, on va stocker des résultats, des runs, et tout sera historisé. Pour créer ma régression, je vais calculer ici une petite fonction Python que j'ai appelée regRidge, qui prend en entrée un seul paramètre, donc l'hyperparamètre que l'on a vu tout à l'heure. Je vais ici utiliser un algorithme pour faire la régression Ridge qui vient de scikit-learn, rien de bien particulier ici. La seule petite particularité, c'est que je vais ici loguer par des commandes de type run.log, ce sont des commandes Azure ML, je vais loguer des valeurs telles que la valeur de l'hyperparamètre, la date et heure d'exécution du moment, et je vais aussi pouvoir sauvegarder dans mon expérimentation des résultats de modèle. Concrètement, une fois que j'ai estimé mon modèle, l'estimation de ce modèle se fait à ce niveau-là, je peux calculer le mean square error de mon modèle et je vais décider de loguer le mean square error dans mon expérimentation. On va pouvoir récupérer le pickle de mon modèle et je vais pouvoir aussi rajouter des tags. C'est quoi un tag? Un tag, c'est une propriété, c'est une métadonnée, donc littéralement de la donnée sur la donnée. Donc la donnée ici sur mon run en fait. Je souhaite documenter, rajouter des métadonnées complémentaires, sachant qu'il y a des métadonnées par défaut.
Là, les métadonnées supplémentaires que je souhaite rajouter, c'est dire par exemple que mon langage c'est du Python, c'est telle version d'Azure, c'est telle équipe, c'est tel pays, c'est tel auteur. Bien sûr, c'est un mécanisme de type clé-valeur. L'option de tag n'est pas obligatoire, mais vous êtes libre effectivement de pouvoir en rajouter si vous le souhaitez. Je vais exécuter ici ma fonction et je vais faire 3 appels de fonction pour les valeurs de k égale 0,1, 0,2 et 0,3. Je vais exécuter, ça va prendre quelques instants, le temps que le modèle se calcule, le temps que les expérimentations soient loguées. Voilà, j'ai déjà ici quelques informations pour le premier appel de ma fonction. Le résultat du deuxième appel est en cours d'affichage et bien sûr, en toute logique, on va choisir la valeur de k qui minimise le mean square erreur. Donc en l'occurrence, on peut déjà regarder que la première valeur n'est pas tellement optimale par rapport à la seconde simulation. Là, j'ai fait juste 3 tests. Bien sûr, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. Et là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir effectivement, en corrigeant la petite faute ici, éventuellement lister toutes les métriques que j'ai sauvegardées. Mais on peut graphiquement aller voir du côté du studio ce qui s'est passé. Je vais remettre à jour mes expérimentations et on peut voir l'expérimentation que je viens de créer, constituée des 3 runs. Les 3 runs étant les 3 appels à la fonction. Donc ça c'est pratique parce qu'en tant que data scientist, je peux faire des simulations. J'ai mes runs qui sont automatiquement sauvegardés. On voit que ça a pris 9 secondes, 10 secondes, 12 secondes. On a le nom de l'utilisateur. Et vous retrouvez ici les tags ainsi que les métadonnées que vous avez créées pour loguer par exemple la valeur alpha, la date du moment. On peut éventuellement cliquer ici pour rajouter le mean square error qui n'était pas sélectionné. Comme ça, je vois le mean square error directement en mode tableau. J'ai un mode graphique ici où je peux voir, plutôt que regarder la valeur alpha, ce qui n'est pas vraiment très pertinent, regarder la valeur du MSE. Et donc là, je vois que le mean square error le plus petit, c'est pour l'itération numéro 3. Vous voyez que tout de suite, on voit des choses. On a un portail personnalisable, on peut rajouter des filtres, on peut modifier le contenu qui s'affiche. On peut surtout prendre par exemple un run tel que celui-ci, accéder aux détails. Je peux voir la métrique effectivement de mon run. Donc je peux afficher les 3 informations que j'ai loguées. Je vois que j'ai un MSE de 3302 et j'ai ici différentes informations tels que des niveaux de log, les métriques, les images associées. Voilà, tout ça est automatiquement historisé. Nous allons passer au chapitre 3. Le chapitre 3 permet de vous montrer l'intégration avec MLflow. MLflow, c'est un projet open source. Si vous allez sur le site mlflow.org, vous allez voir que MLflow, c'est un projet open source qui permet de faire du tracking, la gestion de projet, de gérer des modèles de machine learning. Vous voyez qu'il y a une intégration avec Azure Machine Learning, tel que mentionné ici sur le site web MLflow, et que différentes organisations contribuent à MLflow. Vous retrouvez Microsoft, mais vous retrouvez également d'autres sociétés, voire d'autres éditeurs de logiciels. MLflow va être utilisé dans cet exemple pour loguer des expérimentations, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, sauf qu'ici on va s'appuyer sur la technologie MLflow. Alors je vais exécuter les quelques lignes de commande et je vais créer également une nouvelle expérimentation afin de ne pas mélanger mes différentes sorties. Je l'ai appelée exemple 1-MLflow. Même bout de code Python ici, à peu de choses près, si ce n'est que je vais utiliser la syntaxe MLflow log métrique à la place de run.log, puisqu'ici je vais faire du MLflow. Voilà, je lance mes analyses. J'ai un petit message d'avertissement, mais c'est pas bien grave. J'ai un graphique et je peux ici afficher l'expérimentation active. Rien qu'avec le nom de commande, ici j'ai le lien qui s'affiche, qui me permettra de pointer directement sur l'expérimentation que je viens de créer et de visualiser les résultats ici de mon run. Vous voyez que ça avait pris 5 secondes, je l'ai lancé à 2h25. Je me connecte ici, je vois effectivement les informations de mon run, les métriques que j'ai sauvegardées. Donc j'avais sauvegardé le MSE et l'alpha et je peux voir dans la partie output le graphique que j'ai automatiquement sauvegardé. Donc c'est pratique puisque je peux, avec MLflow ou avec les instructions run.log, loguer non seulement des résultats de modèles,
n'importe quelle information texte ou chiffrée ou numérique, mais je peux également faire des graphiques et les sauvegarder dans mon portail. Ici, mon graphique a été sauvegardé au format PNG et je le retrouve associé à mon run. Donc ça, c'est extrêmement pratique puisque eh bien, je peux de cette manière avoir automatiquement associé à un run un, deux ou plusieurs graphiques. Je reviens ici. D'autres exemples ici, donc on peut faire d'autres types on peut loguer tout type d'informations, donc des informations chiffrées, vous voyez une valeur, un paramètre, comme on l'a vu clairement tout à l'heure. On peut loguer également ce qu'on appelle des suites de chiffres. Alors ici on a fait un petit exemple sur la suite de Fibonacci, mais bien évidemment ça peut être votre série de chiffres. On peut également sauvegarder des graphiques. Donc ici une simple tangente hyperbolique dans ce graphique. On peut loader un fichier et si j'exécute tout ça, je vais pouvoir très facilement visualiser cela dans le portail. C'est toujours le même principe, hein. J'ai exécuté un code Python, j'ai sauvegardé cela dans une expérimentation, j'ai mon run, ça m'a pris 27 secondes. Je clique dessus, je peux voir effectivement les différentes métriques sur la partie droite que j'ai sauvegardées. Vous vous rappelez, il y avait une image, il y avait une table ici avec des sinus et des cosinus. Il y avait un vecteur avec la suite de Fibonacci et puis des chiffres. Donc c'est juste pour vous montrer la capacité à sauvegarder différentes choses. Et à partir du moment où vous pouvez sauvegarder des vecteurs tels que la suite de Fibonacci, vous avez automatiquement une restitution graphique parce que l'outil se dit c'est pas mal effectivement si on sauvegarde des chiffres, non seulement de les voir en colonne, mais c'est même mieux de les voir sur des graphiques. Et si j'affiche effectivement les autres outputs que j'avais décidé d'historiser, effectivement on peut trouver tout cela automatiquement ici. Et la partie image, j'avais sauvegardé mon graphique de la distribution de ma tangente hyperbolique, même principe. Je retrouve mon graphique que j'ai logué et qui est maintenant associé à mon run. Pour terminer avec le notebook numéro 1, petite parenthèse sur les Open Datasets d'Azure. Vous avez dans Azure effectivement des Open Datasets, donc des Open Data, des données libres de droit qui sont accessibles depuis un site public. Hein. Donc vous avez ici le site web, vous avez différents types d'informations, des données météo, des données sur les jours fériés, des données socio-économiques et bien d'autres. Eh bien, nous avons la possibilité de consommer ces open data directement à l'aide d'Azure ML. Donc j'ai ici les quelques commandes que je vais exécuter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les jours fériés pour la France. Donc là, je vais choisir mon intervalle de temps. Donc on va prendre la date du moment et puis on va rajouter ou soustraire 24 mois, histoire d'avoir des données historiques et puis des données futures. Alors, bien sûr, on peut changer cela si vous le souhaitez. Je vais faire ça et là je vais récupérer mon data frame que j'ai appelé jour férié, 2217 lignes 6 colonnes. Je peux afficher une partie de ce data frame. Donc là, comme on peut le voir, on a des jours fériés sur différents pays, différentes régions. Là, je vais faire une sélection pour récupérer uniquement les données sur la France. Voilà. Donc j'ai fait un contrée région code égal FR. On utilise les codes ISO des pays. Et là, j'ai bien les jours fériés France. Donc les jours passés, puisque ici je remontais 2 ans avant, donc les informations de 2018. Et puis 2 ans plus tard, je me projette, j'ai des informations jusqu'à début 2022 ici. Voilà, donc ça me permet d'avoir des jours fériés et ça peut être utile dans certains use cases. Si vous voulez taguer des dates en fonction de caractéristiques particulières, si vous avez des séries temporelles à gérer, ça peut être particulièrement utile. Voilà, je vais tout simplement enregistrer ici mon notebook. Qu'est-ce que nous avons vu dans le notebook numéro 1? Nous avons vu la possibilité de créer des expérimentations, de faire des runs, tout est historisé et tout cela se retrouve effectivement dans le portail Azure ML. Si je reviens dans le portail ici, effectivement dans le studio, pardon, je reviens dans le studio, je clique sur expérimentation, je retrouve toutes mes expérimentations et dans ces expérimentations, j'ai un ou plusieurs runs. Et si je clique sur exemple 1, introduction à ML, je vais retrouver mes différents runs ici qui sont historisés. Donc ça, d'une manière générale, quelles que soient vos analyses de machine learning, l'ensemble de vos actions, de vos résultats
vont être sauvegardés. C'est particulièrement intéressant et vous allez surtout pouvoir visualiser, on le verra un peu plus loin dans le workshop, la partie snapshot. La partie snapshot, elle contient le code Python qui a permis de générer le programme. Ça vous permettra de faire du reuse de modèles et ça c'est particulièrement intéressant, surtout d'avoir toutes les logs également, les métriques, les images. Voilà, ça c'est la notion d'expérimentation au sein d'Azure Machine Learning Service.